grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rôle de la femme dans le processus de paix, c'est le sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce mercredi. Au moment où nous évoquons cette thématique, la communauté internationale s'apprête à célébrer ce soir même le 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qui souligne entre autres l'importance d'une pleine participation active des femmes dans des conditions d'égalité à la prévention et au règlement des conflits ainsi qu'à l'édification du maintien de la paix. Il faut certainement rappeler que la résolution 1325 appelle les États membres à faire en sorte que les femmes participent pleinement sur le même pied d'égalité avec les hommes à tous les efforts visant à maintenir la paix et à favoriser la paix et la sécurité. On doit également souligner que le Mali a adopté un plan d'action de cette résolution pour la période 2015-2017. La célébration du 15e anniversaire de la résolution 1325 est donc l'occasion de s'interroger sur le degré d'implication des femmes maliennes dans le processus de paix. Nous nous intéresserons également au degré de représentativité des femmes dans les instances de décision. Pour ce débat, nous avons trois invités. Madame Maïga Aziza Minto Mohamed, députée élue à Tombouctou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Sori Ibrahim Traoré, il est assistant parlementaire secrétaire général adjoint du parti ADP Maliba. Il faut rappeler qu'il a été récemment primé par ONU Femmes pour son engagement pour la cause des femmes. Bonsoir Sori. Bonsoir. Notre troisième invitée s'appelle Marie-Josée Kandanga. Elle représente ici ONU Femmes. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Studio Tamani. Les femmes sont à l'honneur ce soir au siège des Nations Unies à New York où une conférence est prévue pour célébrer le 15e anniversaire de la résolution 1325 qui accorde une place importante aux femmes dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans le maintien de la paix. Le Mali est représenté à cette conférence par une délégation conduite par le ministre, disons madame, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La résolution 1325, qu'est-ce que ça représente pour vous? Nous allons poser la question d'abord à Madame Maïga Aziza Minto Mohamed, qui est donc députée élue à Tombouctou. Merci bien. Permettez-moi de remercier d'abord le studio Tamani pour cette invitation. Et bonsoir aux participants qui sont là. C'est vrai que nous sommes avec cette résolution depuis, je pense, des années et des années avec d'autres résolutions qui sont venues après la résolution 1325. Cette résolution met des dispositions à l'endroit des femmes. Cette disposition que la 1325 prévoit, c'est une représentation accrue des femmes à tous les niveaux de prise de décision. En prévention, conflit, en gestion et résolution de conflits. Donc, elle est très importante pour nous les femmes parce qu'elle nous suggère au fait une avancée que les femmes ont toujours demandé, s'impliquer forcément dans la résolution et dans la prévention des conflits. Alors, Marie-Josée Kandanga, vous êtes donc d'ONU Femmes. Dites-nous, la conférence qui doit se tenir à New York, c'est aujourd'hui même. On peut savoir si elle a démarré cette conférence? Oui, effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la résolution 1325, le Mali a organisé un événement à New York en rapport avec la mise en œuvre du plan d'action national sur la résolution 1325 qui couvre la période de 2015 à 2017. Cet événement a lieu aujourd'hui, dans une heure. C'est à 15h de New York, ça va être 19h de Bamako. Et elle a pour objectif de mener un plaidoyer pour l'appui politique et financier de la participation des femmes dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Et actuellement, l'outil principal de base pour garantir la participation des femmes dans l'accord de paix, c'est le plan d'action national sur la résolution 1325 et qui complète
même là où il y a eu des lacunes dans le contenu de l'accord d'OP par rapport à la participation des femmes, en tant qu'actrice d'OP, mais aussi en tant que bénéficiaire des retombées de la paix. Sori Ibrahim Traoré, vous êtes beaucoup sensible quand même à la cause des femmes. Vous vous intéressez à ce qui se passe aujourd'hui à New York? Effectivement, ce qui se passe à New York aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas une question de femmes. Les femmes, moi je m'amuse souvent à remplacer femmes par plus de la majorité des Maliens. Quand tu demandes à faire participer les femmes à la prise de décision, il faut tout simplement se poser la question si la majorité des Maliens ont droit à participer ou non à la prise de décision. Parce que les femmes constituent plus de 51% des Maliens. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de ADP et Maliba. Alors, seconde question, deuxième question. Le Mali a adopté un plan d'action de la résolution 1325 pour la période 2015-2017. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du contenu de ce plan? La question s'adresse en premier lieu à Mme Maïga Aziza Mint Mohamed. Le plan d'action qui a été réservé et qui est constitué aujourd'hui pour l'accord de paix, c'est accompagner cet accord de paix. Il faut impliquer les femmes dans la mise en œuvre de cet accord de paix. C'est des actrices incontournables au processus de paix aujourd'hui pour instaurer la paix et une paix durable et définitive. Madame José Kadanga, ONU-Femmes. Le plan d'action national qui vient d'être adopté pour la période 2015-2017 suit à notre plan d'action qui avait été adopté pour la période 2012-2014, mais qui a coïncidé directement avec l'éclatement de la crise au Mali et n'a pas pu être mis en œuvre d'une manière suivie et systématique. Le nouveau plan d'action est articulé effectivement autour des axes prioritaires de la résolution 1325, c'est-à-dire la participation des femmes dans la prévention des conflits, et aussi la protection et la réhabilitation des victimes. Et l'autre axe, c'est la participation et la représentation, comme vous avez dit, la participation et la représentation des femmes dans les contextes dans la gouvernance post-conflit est un axe important de la résolution 1325. Il y a aussi un axe sur la promotion du genre et l'autonomisation de la femme, qui est surtout axé sur le relèvement de toutes ces femmes qui ont été affectées par la guerre. Il y a les déplacés, il y a les rapatriés, les femmes qui ont été victimes de violences. Et à cela, à la fin, il y a aussi l'axe qui est en rapport avec la coordination, avec des mécanismes qui ont été prévus pour améliorer la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ce plan d'action. Et il est prévu de mettre en place une unité qui est chargée de la coordination et de mettre en place aussi ce qu'on a appelé basket fund ou panier commun pour collecter les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'action. Ce sont les éléments qui avaient manqué au cours du premier plan. Alors, Sori Ibrahim Traoré, nous allons vous demander de partager avec nous vos sentiments par rapport quand même à ce plan d'action 2015-2017. Oui, le plan d'action tel que les axes sont déclinés et comme bien d'autres plans d'action au Mali, généralement c'est des documents qui sont à l'abri de beaucoup de défaillances théoriquement, mais c'est dans la pratique qu'il va falloir que les engagements soient tenus. Parce que les femmes, par rapport à la gestion du Mali post-conflit, doivent être mises au cœur de l'action politique. C'est elles qui ont été les plus victimes de cette crise. C'est elles qui constituent, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la majorité de la population. Et puis culturellement, nous savons que ce sont les femmes qui savent faire régner le pardon et la réconciliation. Et ça, ce n'est pas des fleurs que je jette aux femmes, mais c'est une réalité culturelle dans notre pays. Et cette fois-ci, il va falloir qu'on joue vraiment franc jeu avec elles. Alors, puisque nous avons quand même évoqué le prix que vous avez obtenu, vous allez nous dire un petit mot quand même de ce prix? Bon, le prix, il est à l'honneur de toutes les femmes et tous les hommes. Depuis plus de 15 ans, je suis aux côtés des femmes. Nous nous battons pour l'émergence d'une société sans discrimination à l'égard des femmes. Et je pense que c'est ce combat qui a été reconnu par ONU-Femmes et RENAGEM. Et j'ai été décoré He for She.
Et c'est aussi un engagement à continuer les combats pour qu'on puisse aller vers une société où chacun joue pleinement son rôle en fonction de ce qu'il peut représenter et non ce qu'il a comme sexe, appartenance sexuelle. He for she, qui veut dire en For she, français, c'est les hommes pour les femmes. Les hommes pour les femmes. Alors nous allons revenir au préparatif du 15e anniversaire de la résolution 1325. Les préparatifs sont en cours au Mali, l'événement lui-même étant prévu, si je ne me trompe pas, le 30 octobre. Quelles sont les activités prévues? Et vous pouvez nous en dire quelque chose, Madame Maïga, Aziza Mint Mohamed? Bon, il partit pour l'adoption du plan d'action de la 1325. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est pas forcément, c'est vrai que nous demandons l'adoption de ce plan, mais il faut quand même accompagner ce plan en termes de ressources financières, en termes de technicité et en termes d'engagement pris, parce qu'il faut respecter. Le Mali a toujours adopté des plans, le Mali a toujours adopté des engagements, signé des textes ratifiés, mais en pratique, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, nous devons nous battre pour que ce plan d'action soit vraiment effectif. Madame José Kadanga. Le Mali aussi, en plus de l'événement qui est organisé à New York, au niveau national, va organiser aussi l'anniversaire, 15 ans d'anniversaire de l'adoption de cette résolution. Il y a donc des activités qui sont prévues. Il est prévu le lancement officiel du plan d'action et le lancement de mécanismes de financement de ce plan d'action. Et en plus de ce lancement officiel et solennel, il y a toutes les organisations qui sont impliquées dans le domaine de la paix et de la sécurité, qui organisent des activités différentes. Et là, je dois préciser que même du côté des Nations Unies, dans le cadre de la célébration de la résolution 1325, il est prévu ce qu'on appelle journée porte ouverte, où les représentantes des femmes rencontrent les représentants du système des Nations Unies. Parce qu'en termes de redevabilité, les États sont redevables et les représentants même dans les missions de maintien de la paix sont redevables pour appuyer la mise en œuvre de la résolution 1325. Donc là, il y aura cette journée porte ouverte qui est en cours de préparation et en même temps, il y aura des actions de sensibilisation et d'information sur la résolution dans différentes régions du pays. Alors, Sori Ibrahim Traoré, qu'est-ce que vous retenez comme temps fort des activités qui sont prévues pour les préparatifs de cet anniversaire? Oui, dans le cadre des activités de l'UNAGEM, nous aussi, nous prévoyons d'organiser une marche et puis beaucoup de meetings, de forats autour de l'autonomisation des femmes et leur participation pleine dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Et puis aussi, nous constituons comme pôle de plaidoyer lobbying aussi près des autorités, parce que je signale quand même que au niveau de l'UNAGEM, nous avons l'association des jeunes élus du Mali, dont je suis le président, qui participe aux activités de l'UNAGEM. Nous voulons faire de sorte qu'au niveau des collectivités, que les femmes puissent aussi pouvoir faire entendre leur voix. Alors, Madame Maïga veut certainement réagir. C'est vrai que le lancement se fera ici, certainement. Et maintenant, comme étant jeune élu, représentant des élus, il faut qu'ils parviennent à décentraliser, à porter cette sensibilisation dans nos régions, à sortir de Bamako. Vous craignez qu'on se limite à la capitale, en oubliant l'intérieur du pays? Oui, c'est vrai, il ne peut pas oublier. Je sais qu'ils ont commencé, ils ont fait des sensibilisations, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à décentraliser. L'ONIFAM a fait des campagnes de sensibilisation, de passer l'information sur la résolution 1325. Il faut que les femmes parviennent à s'approprier cette résolution 1325 pour bien suivre la mise en œuvre du plan d'action. Madame Marie-Josée Kadanga de l'UNIFAM, la sensibilisation, elle doit s'étendre à l'intérieur du pays, vous pensez vous aussi? Oui, la sensibilisation doit s'étendre à l'intérieur du pays. Et souvent, comme c'est le cas même dans beaucoup d'autres pays, la capitale s'accapare de gros, même en termes de messages, en termes d'activité. Et c'est là où, au niveau des régions, il est très important de porter le message au niveau des régions. Mais ce que je voulais dire en plus, c'est que la sensibilisation doit toucher surtout, pas spécifiquement les femmes, les acteurs. Maintenant, les groupes cibles les plus importants sont les acteurs dans ce mécanisme de mise en œuvre de l'accord de paix, différents mécanismes qui seront mis en place, et les décideurs qui ont le pouvoir d'appliquer. Parce que les femmes qui ne sont même pas dans les institutions, ils ont l'information et réclament leurs droits après la sensibilisation. Il faut qu'elles parlent et que leur voix touche des oreilles attentives, donc qui ont aussi suffisamment d'informations. Donc la sensibilisation doit toucher aussi les acteurs dans ce processus de paix et les décideurs politiques. Alors,
Oui, juste en deux mots, avant qu'on aille à la pause. Voilà. Allez-y. Comme elle a touché, c'est vrai qu'il faut, c'est à tous les niveaux, la sensibilisation. Je sais que le réseau Paix et Sécurité de l'espace CEDEAO a fait cette sensibilisation au niveau des régions. Ils ont commencé d'autres organisations. Maintenant, ça doit continuer pour vraiment, comme je vous ai dit, pour bien suivre ce plan d'action. Alors, il est donc 18h30. Nous allons observer la première pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, le grand dialogue de ce mercredi est consacré au défi de représentativité des femmes dans les instances de décision. Nous avons largement évoqué une résolution qu'on appelle la résolution 2015-2017 avec cette conférence prévue dans un instant à New York. Nous allons à présent nous rendre sur le terrain. Nous allons nous intéresser donc à la situation sur le terrain. Aujourd'hui, la représentativité de la femme malienne dans les instances de décision, comment est-ce que vous l'appréciez? Je pose la question à Madame Maïga Aziz Mint Mohamed. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple mon institution, l'Assemblée nationale, nous avons 14 femmes sur 147 députés. Oui. Est-ce que vous avez fait une comparaison par rapport aux assemblées précédentes? Oui. Est-ce qu'il y a plus de femmes ou moins? Il y a moins. Maintenant, au niveau du gouvernement, nous avons 5 femmes. Sur 30 et quelques ministres. Et par le passé, on a dépassé ces chiffres? Non, un peu, mais on n'a pas dépassé quand même 5 femmes. Au niveau des maires, nous avons 8 maires sur 703 maires dans le district de Bamako, sur les 703 communes. Et en termes de conseils municipaux, nous avons 952 conseils municipaux sur 10 787 conseils. Et vous voyez avec ces indicateurs cités ci-dessus, vous savez que je confirme la représentativité est faible, elle reste encore très faible. Alors, nous allons à présent donner la parole à Marie-Josée Kadanga Doni Femme. Alors, vous venez de l'entendre, les femmes, pour être souples, ne sont pas suffisamment représentées dans les instances de décision au Mali. Comme elle vient de le dire, quand vous regardez dans les différentes institutions, la moyenne, c'est de 10%. La moyenne de représentation des femmes dans différentes institutions, c'est 10%. Au moment où on demande depuis la Beijing que le minimum de représentation des femmes dans le pays soit 30%. Au moins. Pas maximum 30%, mais 30% au moins de représentation des femmes. Vous voyez que le Mali est loin d'atteindre ces chiffres. Oui. Mais on a de l'espoir parce qu'il y a des actions de plaidoyer qui ont été menées. On a une loi, une proposition qui arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ça permettra de corriger. Une fois adopté, ça permettra de corriger ces écarts. Dites-nous, le Mali, comparé à d'autres pays, dans ces cas de figure, à quoi ressemble notre position? Est-ce qu'il y a des pays qui font moins que nous ou c'est tout à fait le contraire? On a des pays qui font moins que le Mali. Mais ce que je peux dire en regardant les chiffres qui sont des différents pays, le Mali est parmi les derniers pays au sein de représentation des femmes, si on regarde sur le continent africain. Et là, l'exemple qu'on peut donner même, souvent il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à ça, mais l'exemple qu'on peut donner maintenant, il y a le Sénégal qui a fait un pas de géant, qui arrive à la parité dans les différentes institutions. Donc là, et il y a beaucoup de pays aussi qui ont adopté la loi sur le quota, qui permet d'avoir un minimum de 30%. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'une fois la loi adoptée, elle sert comme encouragement. C'est comme les autres aussi vont voir c'est possible. D'autres femmes aussi, vous allez trouver qu'elles prennent goût à la politique, elles s'engagent, et même au niveau professionnel, elles savent qu'elles sont éligibles à des promotions, et ça augmente le niveau de participation, d'engagement et de rentabilité des femmes. Alors, Sori Ibrahim Traoré, 10% des femmes dans des instances de décision, c'est vraiment faible. Non, c'est très faible. C'est très faible, c'est évident, et ce n'est même pas matière à discuter. Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'améliorer ça. C'est très faible. Alors, l'actualité au Mali, on ne va pas l'oublier, c'est le comité de suivi de l'accord de paix. Les femmes sont-elles représentées à hauteur de souhait au sein de ces comités, Madame Maïga et Aziza Mint Mohamed? Eh bien, le comité de suivi, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'une seule femme. Et aujourd'hui, franchement, les femmes ne sont pas représentées en termes
de nombre, au prorata même de leur nombre. Donc nous pouvons dire que le comité de suivi, vraiment les femmes ne sont pas représentées. Allez-y. Voilà, Madame Marie-Josée Kadanga de NIFAM, la résolution 1325 insiste quand même sur l'importance du rôle des femmes dans ce genre de processus comme le processus de paix. Alors vous venez de l'entendre, le comité de suivi, c'est une structure quand même qui a bien son importance. Les femmes, il y en a très peu qui figurent. Il y a très peu et c'est une lacune parce que la résolution 1325 prévoit la participation, comme on a dit, des femmes à toutes les étapes de la paix. Depuis la phase de négociation, les femmes doivent être représentées en tant que participantes, en tant que négociatrices, mais aussi en tant que médiatrices. C'est là où il y a eu des difficultés dès le départ, mais en même temps, elles doivent être associées dans le suivi de la mise en œuvre des accords de paix. Et en même temps, leurs priorités, leurs préoccupations doivent figurer dans le contenu de l'accord de paix. Et comme on l'a dit, ce n'est pas parler pour les femmes, mais les études actuellement ont montré que la participation des femmes et de la société civile dans les négociations de paix augmente jusqu'à 64% les chances de stabilité et de la durabilité de la paix dans les pays. C'est sur base des études qui ont été menées dans les différents pays ayant connu le conflit. Donc, même la participation des femmes, ça devient à l'avantage des pays. Et l'autre élément, c'est que il y a aussi le fait que la phase post-conflit est souvent une opportunité. Parce que c'est une phase de changement où il est prévu plusieurs changements, où finalement de nouvelles cartes sont mises sur la table, où il y a des corrections, des erreurs du passé qui vont changer. Et nous disons que même en matière de genre et de droits de femmes, c'est une opportunité pour changer les différentes lacunes, que ce soit au niveau de la participation, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau communautaire. Et là, on est dans la phase de mise en œuvre des différents mécanismes. Les femmes ne sont pas représentées. On espère que pour les mécanismes qui restent à venir, les corrections vont être faites. Alors, Sori Ibrahim Traoré de ADP Maliba, vous venez de l'entendre, une structure comme le comité de suivi, une seule femme, alors comment comprendre? Non, mais c'est incompréhensible, comme l'a dit l'honorable et puis ma sœur Marie-Josée, par rapport à la gestion de ce Mali post-conflit, ce sont les femmes qui devaient être mises devant. Parce que quand vous regardez, ce sont les femmes qui portent plus les séquelles de la crise. C'est elles qui ont été violées, c'est elles qui ont eu des grossesses indésirées, c'est elles qui constituent la majorité des déplacés, des réfugiés. Si on doit aller sur vraiment une dynamique de paix, de réconciliation et de gestion de post-conflit, les femmes devaient jouer au moins un rôle plus important que ce qu'on leur a attribué. Mais au-delà de participation en tant que norme et autres, moi ce que j'ai déploré, c'est le fait que les femmes ont été carrément oubliées dès l'instant où on a commencé à penser au poste que les gens vont occuper. On a vu les femmes quand il y avait la crise, quand les ministres doivent aller à Kidal, c'est les femmes qu'on fait sortir. Quand on veut faire montrer au Mali que les femmes du Nord aiment le Mali, c'est la population du Nord aime le Mali, c'est les femmes qui sont devant. Les victimes, c'est elles, et les acteurs, c'est elles. Mais quand il s'agit de répartir les rôles pour la gestion des affaires réelles, elles sont oubliées. Moi, je n'ai entendu aucune femme qui a été porte-étendard d'aucun mouvement par rapport à cette situation. Tous les mouvements étaient représentés par les hommes, comme si les femmes n'existaient pas là-dedans. Moi, je crois que c'est ce qui donne le résultat de presque zéro participation des femmes. Il y a un fait assez important qu'on ne saurait quand même oublier, un fait récent, c'est le poste de vice-président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui revient quand même à une femme. Ça peut un peu réconforter, non, Madame Maïga Aziza Mint Mohamed? Oui, il importe même de la saluer, de saluer cette nomination aujourd'hui, avoir à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation une vice-présidente. Vraiment, il faut la saluer. Mais jusqu'à présent, les femmes ne sont pas représentées au prorata de leur nombre, ni de leur valeur, ni de leurs compétences, ni de leur nombre. Non, jusqu'à présent, les femmes ne sont pas représentées. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation, avec combien de commissaires? C'est vrai qu'il y a 3 femmes
une vice-présidente plus 4 sur 15 et jusqu'à présent, on n'est pas représenté. C'est vrai qu'il y a des femmes qui répondent aussi au nom des femmes et des hommes, mais nous voulons plus. Alors, Marie-Josée Kadanga, ONU-Femmes, dites, vous êtes quand même sensible au fait que c'est une femme qui occupe le poste de premier vice-président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Oui, ce que je peux dire, c'est que au début, on a dit que le niveau de représentation dans beaucoup d'institutions tourne autour de 10%. Mais avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation, comme elle dit, c'est 4 sur 15. On doit dire qu'il y a eu des avancées. On arrive à 28%, quelque chose comme ça. Donc, on est proche même du minimum de 30%. Moi, je dirais qu'il y a eu une avancée par rapport à d'autres nominations ou à d'autres, par exemple, très différents du comité de suivi de l'accord. Donc, ça, on doit saluer. Et là, je dois vous rappeler qu'il y a eu un plaidoyer qui a été mené par les organisations des femmes, où elles ont dégagé leurs priorités et ont demandé la représentation et demandé la parité, 50% dans les institutions. Donc, je pense que c'est déjà un début qui peut permettre d'arriver à un niveau beaucoup plus important. Et aussi, ce que je dois dire, c'est que la tâche de la commission par rapport aux abus subis par les femmes pendant la guerre, c'est une tâche très importante. Et au-delà du nombre, on doit aussi faire le suivi par rapport à comment est-ce que la problématique des violences sexuelles sera appréhendée et traitée par la Commission. Je suis bien d'accord avec ce que Madame dit, mais quand on compare le comité de suivi et la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la femme qui siège au sein du comité de suivi est représentée, c'est la représentante d'un groupe armé. Maintenant, il n'y a qu'une seule femme qui représente un groupe armé. Et les autres femmes sont représentées par qui? Et il n'y a aucune femme de la société civile aujourd'hui là-bas, de la plateforme, dans ce comité de suivi. C'est ça le problème. Donc, il y a quand même cette nuance qu'il faut faire ressortir. Alors que la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est des nominations. Donc, franchement, on peut profiter pour mettre même, comme vous avez dit, à part égale. Pourquoi ça dérange si nous constituons plus de 51% de cette population aujourd'hui? Si nous devons parler de la vérité, de la justice, de la réconciliation, les compétences n'en manquent pas. Les valeurs n'en manquent pas. Il faut aller à cela. Voilà ce que je voulais ajouter. Marie-Josée Kadanga, vous souhaitez réagir? La femme, elle est première vice-présidente, mais elle représente quand même un groupe armé. Je pense que le plus important, c'est comment les questions seront abordées par rapport à cette problématique. Et les différents participants aussi dans la commission, il faut qu'ils aient une ascendance par rapport à leur appartenance politique ou même à leur, je dirais, ceux qui ne sont pas dans les partis, ils se penchent pour un côté ou l'autre. C'est un mécanisme qui nécessite plus d'impartialité, de neutralité et d'objectivité dans le traitement des cas. Alors, Sori Ibrahima Traoré. Oui, par rapport à la commission, c'est à saluer qu'on dépasse quand même les 20%, c'est presque un score historique. Mais je suis d'accord avec l'honorable que c'était l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure. Puisqu'il s'agit de nomination. Puisqu'il s'agit de nomination. Et puisqu'il s'agit aussi de vérité, de dialogue, et de justice et de réconciliation nationale. Comme je l'ai dit, c'est les femmes qui ont subi, c'est les femmes qui ont vu, parce que souvent, elles n'ont même pas les moyens de fuir les théâtres de combat. C'est elles qui sont là, c'est elles qui sont prises, c'est elles qui sont utilisées pour même terroriser l'adversaire. Donc s'il faut établir la justice, je crois qu'elles ont été les plus témoins de ce qui s'est passé. Donc c'était une occasion pour nous quand même de remettre un peu les pendules à l'heure. Bon, qu'à cela ne tienne, on va se féliciter d'avoir une vice-présidente, d'avoir dépassé les 20%, mais il faut que si on a l'occasion d'avoir un score plus honorable, il ne faut pas qu'on rate l'occasion. Studio Tamani, dans quelques 10 secondes, 18h45, la deuxième pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous abordons à présent le troisième volet de ce débat. Je rappelle que nous avons 3 invités pour parler de la condition féminine, parler en tout cas des défis de la représentativité des femmes dans les instances de décision. Les 3 invités sont Madame Maïga Aziza Minto Mohamed, qui est députée élue à Tombouctou, Sori Ibrahim Traoré, assistant parlementaire, il est le secrétaire général du parti ADP Maliba, et Marie-Josée Kadanga, ONI Femmes. Alors, nous allons parler donc des défis les défis que la femme malienne est appelée à relever. Et parmi ces défis, il y a certes la faible représentativité au niveau des instances de décision. Cette faible représentativité, comment l'expliquer concrètement? Je pose la question à Madame Maïga Aziza Minto Mohamed. C'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans nos instances de décision. Aujourd'hui, nous pouvons expliquer par cette faible représentativité, par le manque de synergie des actions entre les femmes, les organisations des femmes. Donc, est-ce que vous voulez dire que la responsabilité incombe en premier lieu aux femmes elles-mêmes? Oui, elles-mêmes, il faut que les femmes aient confiance en elles. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les femmes, les organisations des femmes. Chaque organisation travaille peut-être de côté. Maintenant, il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir surmonter ce défi. Il y a aussi le manque de volonté politique. Quand je veux parler de volonté politique, nous avons signé des traités, nous avons signé des conventions. Le quota dont on parle a été signé, ratifié par le pays. Il faut aller à cela pour corriger ce défi-là. Il y a le poids de nos us et coutumes qui pèse sur les femmes. Il y a aussi la mauvaise interprétation de la religion qui pèse aussi sur les femmes. Donc voilà au fait les quelques défis mentionnés. Ça fait beaucoup de défis mentionnés par Madame Maïga, députée élue, Madame Maïga Aziza Mint Mohamed, députée élue à Tombouctou. Dites-nous, Marie-Josée Kadanga, vous êtes d'ONI Femmes. Alors, ces remarques de Madame Maïga, vous voulez partager? Oui, je veux partager et donner une petite explication sur ce qu'on appelle la responsabilité des femmes elles-mêmes. Pour les phénomènes de discrimination et marginalisation, il y a l'attitude qui est adoptée par les victimes d'un système. C'est notamment quand tu internalises que la situation ne peut pas changer. Donc les femmes se retrouvent dans cette situation où elles ont internalisé que leur place n'est pas au niveau politique. Parce que depuis leur grand-mère, leur mère, elles n'ont jamais été là. Et elles sont socialisées et orientées vers d'autres domaines. Donc c'est ça qui fait qu'à la fin, comme résultat, on a comme si les hommes sentent que la politique c'est la leur, les places politiques c'est les leurs. Il y en a même qui le disent clairement, ces femmes veulent nous bousculer. Et les femmes pensent que ce n'est pas leur place. Et c'est là où, dans un contexte pareil, on stimule ce qu'on appelle des discriminations positives ou actions affirmatives. C'est là où on doit recourir à des quotas. C'est là où on doit recourir à la volonté politique pour bousculer. Et à la fin, le résultat va être automatique. Les femmes elles-mêmes vont prendre goût et vont voir que c'est possible et commencer à participer. Donc, c'est ça que je voulais apporter. Pas en même temps qu'elles soient discriminées, on dit c'est là-bas dans votre camp, vous vous discriminez vous-même, mais c'est le résultat d'un long processus dans le passé et comment elles ont été socialisées. Mais toutefois, ces barrières, elles peuvent les surmonter. Maintenant, avec les différentes sensibilisations, elles peuvent les surmonter. L'autre élément pour compléter, madame, c'est aussi au niveau des partis politiques. La place qui est accordée aux femmes et les pratiques qui se font au niveau des partis politiques discriminent aussi la femme. Il y a parfois où tu dois payer de l'argent pour être sur une bonne position sur la liste. Les femmes n'ont pas cet argent. Il y a d'autres cas aussi où, en termes de lobbying et de connectivité, la connexion qui sont faits par les hommes où les femmes finalement n'arrivent pas à entrer dans ces connexions. Ça, c'est quelque chose qui est très important. L'autre élément, c'est aussi les capacités. Comme les femmes n'ont pas occupé des postes qui leur permettent de s'exprimer, d'exercer un leadership, ces capacités-là aussi, parfois, font défaut quand il faut faire une grande compétition. Et il faut une meilleure préparation. Mais ce que je dois expliquer aussi que les femmes ne sont pas moins capables que les hommes. Souvent, vous allez trouver où on demande quel est le niveau de formation de cette femme, parce qu'elle est élue ou dans une position. On ne pose pas la même question pour les hommes. C'est comme un système qui est trop demandant, trop regardant pour les femmes que pour les hommes. Est-ce une forme de préjugé, madame?
Oui. Il y a beaucoup de préjugés qui, pas seulement au Mali, même dans les pays développés, on a vu quand il faut une compétition entre les hommes et les femmes, il y a beaucoup de préjugés qui influencent l'électorat. Ce qu'on a comme préjugés sur les femmes. On va parfois dire les indécises sans n'avoir prouvé parce qu'on a d'habitude, on fait les préjugés que les femmes sont indécises. Donc c'est ce que je voulais donner comme complément d'information. Alors, Sori Ibrahim Traoré, comme on le voit, les femmes maliennes ont beaucoup de défis à relever. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'honorable et puis Marie-Josée. Moi, je pense que la faible scolarisation des filles aussi joue un grand rôle dans ça et l'extrême pauvreté des femmes. Parce que comme elle vient de le dire, moi, je prends la balle au rebond. Sur le terrain politique, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut beaucoup d'argent, souvent pour accéder à certains postes de responsabilité. Au-delà d'être candidate ou candidate, il faut aussi débourser beaucoup d'argent dans les campagnes. Nous savons comment nos femmes vivent dans nos milieux urbains et ruraux. C'est très très difficile pour les femmes. C'est pourquoi il faut faire un travail de fond. Il faut aller au-delà des slogans, oui, autorisation des femmes, oui, promotion des femmes, mais il faut diagnostiquer le mal jusque dans sa source. Faire de sorte que les filles puissent avoir les mêmes chances d'aller à l'école et de rester à l'école. Faire de sorte que les femmes, les activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat féminin puissent émerger comme ça se fait avec les hommes. Je crois que c'est ce qui permettra aux femmes d'avoir les moyens du combat qui est le leur. Alors, Sori Ibrahim Traoré, on sait que vous êtes le secrétaire général d'un parti, il s'agit de ADP Maliba. On sait aussi que vous défendez quand même farouchement les femmes partout où c'est possible. Alors, est-ce qu'au sein de votre parti, on sent une différence par rapport aux places qu'on réserve aux femmes? Parce que vous, quand même, vous êtes beaucoup sensible à la cause des femmes. Ça devait se refléter sur la façon dont les choses sont gérées. Bon, vous savez, je me refuse d'utiliser ce plateau pour une campagne pour mon parti. C'est pas ce que nous demandons d'ailleurs. Voilà, je sais très bien, je suis sensible à la cause des femmes. Pour cela, je la mets au-delà des questions partisanes. Mais moi, je pense que ça va au-delà d'un parti politique ou d'un individu. Nous sommes dans un trou très profond. Nos us, nos coutumes, nos religions ont été utilisées au détriment de l'émergence de la femme. Ça n'a pas été compris depuis longtemps. Donc ce n'est vraiment pas de façon spectaculaire qu'un individu ou un groupe ou un parti politique peut changer ça. Mais il faudrait que les gens prennent conscience et que l'on comprenne que l'émergence de la femme, c'est l'émergence du Mali. Comme je l'ai dit au début, les femmes, tu mets plus de 51% du Mali. Donc, pour la participation des femmes, au lieu de se poser la question si les femmes doivent mieux participer, demande-toi si 51% du Mali doit être considéré oui ou non. Et là, la réponse, elle sera très claire. Le Mali doit participer. Donc, c'est les femmes qui constituent en majorité le Mali. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Alors, cette question, qui peut-être n'est pas forcément quand même liée, en tout cas pas de façon directe au sujet du jour. Alors, cette question peut être un peu gênante d'ailleurs, des femmes qui manifestent quand même contre la reprise des activités scolaires à Kidal. Est-ce leur rôle? Je pose la question à Mme Maïga Aziza Minto Mohamed. Eh bien, vous savez, comme ils l'ont dit, chaque fois qu'il y a événement à Kidal, c'est partout, hein, c'est pas presque à Kidal, on fait sortir les femmes, on les traite comme des boucs émissaires. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on se rende à Kidal pour demander, voir pourquoi les femmes ne veulent pas que les enfants partent à l'école. C'est étrange. C'est pas dans ce studio qu'on doit gérer ce problème doit être géré à Kidal. Voir nos enfants, pourquoi ils ne vont pas à l'école, ça fait 3 ans. Il y a des communes aussi à Tombouctou chez moi où il y a des enfants qui ne sont pas partis à l'école depuis 1 an, 2 ans. J'ai des communes aussi à Tombouctou. Mais maintenant, ce qui se passe, tout ça, c'est dû à l'insécurité. Il faut ramener la paix, il faut ramener la sécurité pour que ces enfants puissent aller à l'école. Maintenant, c'est vrai que c'est gênant. C'est gênant, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, il faut se rendre sur le terrain pour comprendre la réalité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que c'est des parents qui sont en train d'empêcher à leurs enfants d'aller à l'école. Vous craignez qu'il y ait une manipulation? Bon, moi, je ne peux pas dire manipulation, mais il faut être sur le terrain pour comprendre la réalité des choses. On parle ici, mais on n'est pas comme on dit, à une place où on a la vraie version des choses. Il faut aller au fond, comme l'autre l'a dit. Il faut savoir, il faut connaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Kidal. Il y a qui là-bas? Quels sont les acteurs qui détiennent Kidal aujourd'hui?
C'est ça la question fondamentale. Et après, faire revenir là-bas les forces armées de sécurité, faire retourner là-bas les services sociaux de base et commencer l'école, commencer d'autres choses. Il y a la santé, il n'y a pas d'eau. Les agents sont de retour, ils ont dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a rien là-bas. Il faut commencer tout ça ensemble. Il faut remettre ces services sur place. Pourquoi l'école seulement? C'est ça la question primordiale. C'est vrai que nos enfants sont en chômage depuis 3 ans. C'est quand même des enfants... vraiment, c'est grave pour un pays. C'est des générations comme ça qui sont en train de départir. Mais il faut aller à la réalité, voir réellement qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons un comité de suivi sur place. Nous avons les structures de l'accord de paix. L'accord de paix, c'est un accord politique qui a été signé par tous les partis, où les partis de Kidal ils ont signé. Maintenant, il faut demander, il faut aller à cette mise en œuvre de l'accord. Il faut aller à ces concertations, il faut aller à ces dialogues. Il faut poser les jalons d'une vraie paix, d'un vrai accord de paix pour ramener à mettre à l'ordre tout ce que nous sommes en train de demander aujourd'hui. Marie-Josée Kadanga, est-ce que ONU Femmes comprend que des femmes marchent contre la reprise de cours dans une localité comme Kidal, qui est privée d'activité scolaire il y a quand même 4 ans? Non, je ne veux pas me prononcer pour ONU Femmes par rapport à cette situation. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le contexte du Mali, on nous dit que les femmes au nord ont un grand pouvoir d'influence. Elles ont un grand pouvoir d'influence qui peut être utilisé à 2 niveaux. Ça peut être utilisé négativement ou être canalisé positivement. Et dans les mécanismes de paix, chaque fois qu'il y a des gens qui ont une influence, il faut arriver à catalyser cette influence et l'orienter positivement. Et là, c'est dans tous les mécanismes et dans tous les processus, les femmes n'ont pas été associées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand même, en termes de droits, les enfants, ils ont des droits. Même en période de guerre, on n'attaque pas les écoles, c'est protégé. Et les enfants, leur droit fondamental, c'est d'aller à l'école. Je pense que la meilleure solution aussi, c'est qu'au niveau d'encourager les enfants à l'école, il y a un autre facteur. On a vu que plus les parents n'ont pas été à l'école, plus ils ne comprennent pas l'importance de l'école. Ces femmes même, parfois, elles ne connaissent pas l'importance de l'école, d'aller à l'école. Et je pense qu'il faut des mécanismes de sensibilisation, de communication comme le pays a commencé, de dialogue pour arriver à un terrain d'entente pour que les enfants retrouvent leurs droits. Sori Ibrahim Traoré. Moi, je refuse de croire que les femmes de Kidal ont marché pour refuser l'ouverture de l'école. Ça, le jour où je serai convaincu de ça, ce serait très grave. Vous êtes convaincu qu'il y a donc des non-dits? Mais c'est évident, mais c'est très évident. La question que je me pose et que nous devons tous nous poser d'abord, c'est à quel niveau ces femmes ont été impliquées. Parce qu'il s'agit d'elles, de leurs enfants, de leur avenir. Est-ce qu'on a attendu l'arrivée du ministre pour qu'on les informe, on les demande de sortir pour applaudir comme on a l'habitude de le faire? Ou est-ce que, comme le comité de suivi l'a dit, le comité de suivi devait se pencher sur ces questions? Le retour progressif de l'administration, la gestion collégiale de ces collectivités avant les élections, tout ça, ça fait partie des clauses de l'accord. Et c'est le comité de suivi qui doit se pencher sur ces questions. Maintenant, si ces femmes avaient été impliquées dans le processus de négociation qui a abouti à la décision de réouverture de l'école à Kidal, et comment est-ce que vous pouvez penser qu'elle décide qu'on ouvre les écoles et qu'elle aille sur le terrain pour chercher à bloquer ce processus? Ça, ce n'est pas compréhensible et je refuse de croire à ça. C'est encore une fois des stratagèmes des hommes qui détiennent la chose et qui veulent montrer les femmes comme le maillon faible, celles qui n'ont pas compris les choses, celles qui bloquent, celles qu'il faut chercher à faire comprendre. Les femmes de Kidal n'ont jamais marché pour demander que leurs enfants ne partent pas à l'école. Oui, allez-y, madame. Juste en un mot, madame. 2 mots, disons. Allez-y. Oui, nous avons travaillé avec les femmes de Kidal. Nous savons de quoi elles sont capables. C'est des femmes combattantes, c'est des femmes dynamiques. Maintenant, il faut aller voir est-ce que c'est vrai. Maintenant, aller faire revenir, aller avec les enfants à Kidal, ouvrir les écoles. Mais est-ce que les classes ont été construites? Il y avait la guerre. Merci, madame. C'est donc la fin de ce débat. Je rappelle que nous avions 3 invités. Madame Aziza, madame Maïga Aziza Mint Mohamed, qui est donc élue à Tombouctou. Nous avons Sori Ibrahim Traoré, il est le secrétaire général de ADP Maliba, et Marie-Josée Kadanga, ONU Femmes, réalisation Ousmane Djedje Touré. Mise en onde,
nous on dirait c'est la fin de cette émission. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Libéro. Halud Mauni. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.